Salutations! Aujourd'hui, je vous présente ma lecture de mai. Le premier épisode avait fait peu de résultats, donc pensez à liker, commenter ou vous abonner, cela me soutiendrait. En mai, j'ai lu 7 livres. Le premier que j'ai lu, c'est Jacques le Fataliste, de Diderot. Comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'un homme, Jacques, qui pense que le cours des choses n'a aucune importance, puisque tout a déjà été décidé depuis longtemps, et nous n'y pouvons rien changer. C'est une logique assez simple, spinoziste, qui nous dit qu'au fond, nous sommes vraiment libres de rien, et que rien n'a d'importance. Alors ce livre, il m'a pris beaucoup de temps, parce que même si je l'avais commencé en avril, j'étais peu motivé. En fait, c'est surtout un ensemble de petites histoires, de petits contes liés les uns aux autres, par un semblant d'intrigue qu'un véritable roman, avec des péripéties. J'ai bien aimé sinon, et le narrateur intervient à plusieurs reprises, ce que j'apprécie personnellement, mais après, oui, c'est plutôt compliqué d'être investi dans de courtes histoires qui ne durent que quelques pages parfois. Je ne vous recommande pas vraiment ce livre. Il est bon, mais pas assez pour être lu d'une traite, tout simplement. Aïe, coup dur pour Guillaume. Ensuite, Le joueur d'échecs, de Stefan Zweig, que j'ai lu en allemand pour préparer un examen, donc non pas sous le nom de joueur d'échecs, mais de Shark Novel, en gros, la nouvelle des échecs. L'histoire se passe sur un bateau partant de New York à Buenos Aires. À bord du navire se trouve Mirko Czentovic, le meilleur joueur d'échecs au monde, un homme parti de rien et profondément inculte qui a réussi à s'élever socialement grâce à son talent pour les échecs. Lorsqu'on lui propose une partie, il accepte en échange d'une rémunération et gagne, sans surprise. Alors vient la revanche et, même si la victoire de Czentovic demeure certaine, un homme arrive de nulle part et le force à faire match nul. Tout le monde se demande qui est cet inconnu, et c'est la suite de cette histoire qui va nous le dire. C'est vraiment un très bon livre, que j'ai eu bien évidemment du mal à comprendre, mais qui s'est avéré très plaisant et simple. Je vous le recommande très chaudement. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Puis on a, toujours pour ce même examen, Wojciech, de Georg Büchner. C'est l'histoire, inspirée du meurtre commis par Johann Christian Wojciech, un soldat qui, après avoir été humilié par sa hiérarchie, utilisé comme cobaye par un médecin, après avoir été vu comme tout le monde comme immoral parce qu'il a un enfant sans être marié avec Marie, après avoir été trompé par la dite Marie avec un autre soldat, décide de la tuer et devient un meurtrier. Ce que j'ai trouvé vraiment bon dans cette pièce de théâtre, c'est qu'il y a un grand nombre de scènes, de lieux différents et même de personnages assez différents. Chacun représente une part de la société germanique du Vormärz de Vienne et la révolution de 1848-49. Si je vous parle de cette société germanique, c'est parce que l'auteur de ce livre, Georg Büchner, ne l'a jamais achevé et était un grand admirateur de la Révolution française. Il a écrit de nombreux tracts pour dénoncer ce qu'on appelait alors le paupérisme, et cette vision de la société se retrouve dans son œuvre. Je vous le recommande aussi, très chaudement. Ensuite, on a l'Utopie de Thomas More, l'histoire d'un jeune homme qui, dans la première partie, rencontre un vieillard qui, dans la seconde, lui raconte toutes les merveilles de la cité d'Utopie, une cité qu'il trouve particulièrement bien administrée. J'ai loin préféré la première partie, qui sert à donner envie de connaître la cité d'Utopie, que la description de la cité en elle-même. Dans cette partie, par exemple, il y a un débat sur les brigands qui à l'époque sont condamnés à mort et qui en vérité, dès leur naissance, par leurs conditions, sont voués à la potence. La seconde partie est-elle beaucoup plus ennuyeuse parce qu'on comprend très vite quels sont les ressorts de la cité, qu'il n'y a là-bas aucune propriété, mais que tout est géré par l'État. Je ne vous le recommande pas vraiment, même si c'est un texte assez important, puisque comme je vous l'ai dit, il est très prévisible. C'est nul! Ensuite, on va parler d'un mastodonte, un monument de la littérature française et du théâtre français. Cyrano, de Bergerac. J'ai relu Cyrano en mai, et je me suis pris une véritable claque. Il est l'incarnation du panache, de la gouaille, et en même temps, à cause de sa difformité, il est l'homme le plus lâche au monde face à celle qu'il aime, allant jusqu'à prêter sa plume à son rival Christian pour pouvoir, à travers lui, être aimé. C'est un homme pleinement libre, qui ne souffre d'aucune compromission et n'agit que selon sa volonté. Il y a vraiment un tas de scènes iconiques. À la fin de l'œuvre Je touche, la tirade des non-merci, la scène du balcon, la mort de Christian, celle de Cyrano, le passage où il distrait De Guiche en lui disant qu'il a trouvé 7 moyens
de parvenir jusqu'à la lune. Toute cette pièce de théâtre est pleine d'audace et de panache, et Cyrano est un véritable exemple de bravoure. C'est mon livre préféré de ceux que j'ai lu ce mois-ci. C'est peut-être aussi mon préféré tout court désormais. Je vous le conseille plus que tous les autres. Après Cyrano, c'était Le Banquet de Platon. Comme pour l'Utopie de Thomas More, je l'ai lu pour avoir plus de références de bac de philosophie. C'est l'histoire d'un repas chez un homme du nom d'Agathon, où les convives, en plus de manger et de boire, ont à faire chacun à leur tour un discours sur Eros, le dieu de l'amour. Donc, il s'exécute, il y a un tas de petites histoires, toutes faites pour glorifier ce dieu, parce qu'il considère qu'il n'est jamais assez loué. Il y a aussi l'intervention de Socrate qui dit, contrairement aux convives qui disent qu'Eros est le dieu le plus beau et bon, que puisque l'Eros est la recherche du beau et du bon, ce dieu n'est ni beau ni bon. Logique. Je vous recommande ce petit livre, il est vraiment simple à lire pour se mettre à la philosophie. Et enfin, Bérénice, de Racine. Bérénice, reine de Syrie, et Titus, fils de l'empereur Vespasien, sont amoureux. Mais à la mort de Vespasien, Titus devant prendre le pouvoir, il sait qu'il ne peut pas épouser Bérénice. Il mettrait son trône en péril. Les Romains haïssant depuis la fondation de la République en moins 509 l'existence même des rois. De plus, un ami de Bérénice, Antiochus, en est lui aussi amoureux. La pièce nous décrit alors le choix de Titus entre raison et amour. Elle est plutôt sympathique, et bien sûr puisque ses racines les vers sont magnifiques, mais ne fait pas partie de mes pièces préférées. D'ailleurs, si vous aimez les tragédies, espacez-les. Par exemple, j'ai lu le mois dernier Iphigénie et en mai Bérénice, et puisque les histoires et dénouements sont semblables, Bérénice ne m'a pas laissé une grande impression. Je vous le recommande quand même, mais ça n'est pas une tragédie primordiale à lire. Donc pour résumer, j'ai lu Jacques le Fataliste, Le Joueur d'échecs, Wojciech, l'Utopie, Cyrano, Le Banquet et Bérénice. Donc pour finir, voici leur classement dans l'ordre de celui que je recommande le plus à celui que je recommande le moins. En premier, Cyrano de Bergerac. En numéro 2, Le Joueur d'échecs. En numéro 3, Wojciech. En quatrième, La République de Platon. En cinquième, Bérénice. En sixième, Jacques le Fataliste. Et en dernier, l'Utopie. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Pensez à liker, commenter et à vous abonner, cela me soutiendrait.